Imaginez un instant. Et si toute une nation, des millions de personnes, se trompaient sur la langue qu'elles parlent tous les jours? C'est une question un peu folle, fascinante, et qui a été étouffée pendant très très longtemps. C'est cette histoire qu'on va décortiquer aujourd'hui. Oui, cette question elle est carrément provocatrice. Elle touche au cœur de l'identité de l'Égypte moderne. Est-ce que c'est possible que des millions d'Égyptiens au quotidien parlent une langue qui a une histoire bien plus profonde, bien plus ancienne que ce qu'on leur a toujours dit? C'est ça le mystère. Alors, pour comprendre, il faut partir de la base. Tout commence avec une idée très répandue sur la langue parlée en Égypte qu'on appelle l'amiya. L'idée, c'est que c'est juste un dialecte de l'arabe, quoi. Simple. Sauf que derrière cette simplicité se cache une controverse énorme, une histoire qui a été volontairement mise sous le tapis pendant quasiment un siècle. Voilà, d'un côté, on a la version officielle, celle qu'on a entendue pendant des décennies. Lamia, ce serait une sorte d'arabe classique, un peu déformé, un peu abîmé. C'était la croyance populaire. Mais de l'autre côté, il y a cette théorie incroyable, longtemps étouffée. Et si l'Amia n'était pas du tout un dialecte, mais une langue à part entière, avec des racines qui plongent directement dans l'égyptien des pharaons. Et attention, on ne parle pas de théorie en l'air, lancée au hasard. Non, non. Celle-ci s'appuyait sur des preuves, sur des recherches sérieuses, des manuscrits. Mais voilà, ces travaux ont été enterrés. Leurs livres ont littéralement disparu des rayons. C'est comme si on avait voulu faire taire une vérité qui, visiblement, dérangeait beaucoup de monde. Au cœur de cette histoire, il y a un homme, un pionnier, Ahmed Pacha Kamal. Au début du XXe siècle, sa voix était quasiment la seule à s'élever. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était le tout premier égyptologue égyptien. Un homme dont la mission, la quête de toute une vie, était de prouver que son peuple n'avait jamais vraiment rompu le lien avec son passé pharaonique. Alors, comment il a fait? Kamal a construit sa preuve en 3 temps, très méthodique. D'abord, il a regardé les sons, la prononciation. Il a montré que les Égyptiens parlent avec la musique de leurs ancêtres. Ensuite, le vocabulaire. Il a trouvé des milliers de mots du quotidien qui n'ont rien à voir avec l'arabe, mais tout à voir avec l'égyptien ancien. Et enfin, le plus costaud, la structure des phrases, la grammaire. On pourrait dire que c'est l'ADN de la langue. Regardez ça, c'est absolument fondamental, c'est presque la preuve ultime. En égyptien ancien comme moderne, l'ordre logique c'est sujet, verbe, objet. Le garçon a frappé le chat, logique non? Eh bien, en arabe classique, ce n'est pas ça du tout. L'ordre c'est verbe, sujet, objet. A frappé le garçon le chat. Ça peut sembler être un détail, mais en linguistique, ce n'est pas un détail. C'est une différence de structure profonde. C'est l'architecture même de la pensée. Et puis, il y a les mots. Des mots qu'on entend tous les jours dans les rues du Caire. Eiwa, pour dire oui. Nono, pour un bébé. Setta, pour un morceau. Bah, pour une voix enrouée. Aucun de ces mots n'a de racine en arabe. Zéro. Par contre, si on fouille dans les vieux textes hiéroglyphiques ou coptes, on les retrouve. C'est la preuve vivante que la langue des ancêtres n'est pas morte. Elle est juste là, dans la bouche des gens. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, loin de là. On fait un bond dans le temps. Des décennies après Kamal, alors que ses travaux sont complètement oubliés, l'idée refait surface. Et ce qui est incroyable, c'est qu'elle vient de 2 chercheurs qui ne se connaissent pas, qui travaillent dans des domaines totalement différents et qui, a priori, n'ont jamais lu Kamal. Et pourtant, C'est un peu comme 2 enquêteurs qui arrivent sur la même scène de crime, mais avec des outils complètement différents. D'un côté, on a Bayomi Andil. Lui, son truc, c'est l'âme égyptienne, la culture, l'humour, le comportement des gens. De l'autre, Ibrahim Anis, un pur scientifique. Il analyse la phonétique, l'appareil vocal, les sons. C'est la culture contre la science. Et pourtant, ils arrivent exactement à la même conclusion. L'influence de l'Égypte ancienne est toujours là, massive. Et la conclusion d'Anis, le scientifique, est géniale. Il dit, en gros, l'absence de certains sons arabes dans la langue égyptienne, ce n'est pas de la paresse ou une erreur, non. Ça veut simplement dire que l'appareil vocal des Égyptiens, la façon dont leur bouche et leur gorge sont habitués à former les sons depuis des millénaires, n'était pas fait pour ces sons-là. Ce n'est pas une corruption de l'arabe, c'est l'Égyptien ancien qui a digéré l'arabe à sa façon. Bon, alors, si l'un n'est pas le parent de l'autre, quelle est leur vraie relation ? Pour piger ça, il faut regarder l'arbre généalogique des langues. C'est là que tout s'éclaire. en fait, il faut imaginer un immense arbre, une famille de langues qu'on appelle afro-asiatiques. Et sur cet arbre, l'égyptien ancien et l'arabe ne sont pas l'un au-dessus de l'autre comme un parent et un enfant. Non, ils sont sur des branches différentes, mais qui partent du même tronc. Un très très vieil ancêtre commun. Voilà, c'est exactement ça. L'égyptien ancien forme sa propre branche, toute seule. C'est la branche égyptienne.
L'arabe, lui, fait partie d'une autre grande branche, la branche sémitique. Donc, pour faire simple, ce sont des langues sœurs ou au moins cousines. Elles ont les mêmes grands-parents, mais pas les mêmes parents. L'une ne peut donc pas être un dialecte de l'autre. Et s'il fallait un dernier argument, un argument massu? Le voici. C'est juste une question de temps. L'égyptien ancien, c'est une langue écrite qui existe depuis plus de 3000 ans, avant que les premiers textes clairs en arabe n'apparaissent. Plus de 3000 ans. La conclusion est d'une logique implacable. Comment une langue pourrait-elle être un dialecte d'une autre langue qui n'existait même pas encore? C'est tout simplement impossible. Alors, revenons à notre héros du début, Ahmed Kamal, celui dont le travail avait été complètement enterré. Parce que son histoire, heureusement, ne s'est pas terminée dans la poussière des archives. Le temps a fait son œuvre. Kamal meurt en 1923 et ses recherches tombent dans l'oubli. Silence radio pendant des décennies. Et puis dans les années 80, des universitaires tombent sur ses manuscrits. C'est la redécouverte. Dans les années 90, son livre est enfin publié, près de 80 ans après sa rédaction. Et enfin, dans les années 2000, grâce à Internet, ses idées explosent au grand jour. Elles se répandent, et le débat qu'il voulait lancer un siècle plus tôt a enfin lieu. Ce qu'il faut retenir de tout ça au final, c'est que l'amiya n'est pas un arabe incorrect ou cassé. C'est une langue unique, un trésor linguistique. Elle est le résultat d'une fusion incroyable. Un socle, une base d'égyptien ancien sur laquelle l'arabe est venu se greffer. Ce n'est pas une question de supériorité d'une langue sur l'autre, mais de reconnaître une histoire, une continuité absolument unique. Cette histoire folle de la langue égyptienne, elle nous rappelle une chose essentielle. C'est que les mots qu'on utilise tous les jours, sans même y penser, sont comme des fossiles vivants. Ils transportent avec eux des échos d'un passé très lointain, une histoire qu'on a souvent oubliée. Ça laisse songeur, non? Si nos mots nous connectent au passé, que dit notre langue de nous?